Bonsoir, merci beaucoup d'être là pour cette rencontre avec Joël Zask qui vient nous parler de ses différents ouvrages, de ses thématiques. Alors Joël est philosophe, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Elle est traductrice aussi de John Dewey qu'elle a amené au public français. Vous êtes une des premières à avoir pensé la démocratie participative, chose qu'on retrouve aussi en fil conducteur dans vos ouvrages. Et vous avez fait aussi beaucoup d'ouvrages sur la crise écologique. Moi, j'ai envie de vous lancer sur l'éclectisme de vos sujets, de vos divers travaux, dans un premier temps. Il y a un sentiment de disparité au niveau des thèmes qui sont abordés, mais en fait, j'ai un fil qui est un peu toujours le même, qui est de réfléchir à l'expansion, l'approfondissement, la consolidation d'une culture démocratique. Je parle maintenant d'autogouvernement. Et ça m'intéresse l'autogouvernement parce que, en fait, ça englobe tous mes travaux. Alors par autogouvernement, on peut entendre le fait de se gouverner sans un maître, c'est une expression de Jefferson, ça. C'est-à-dire d'être un peu à la maîtrise de sa propre vie, de prendre des initiatives et de les suivre jusqu'à leur terme. Ça peut être aussi, je dirais, de mener dans une même direction des éléments un peu disparates. Gouverner, c'est tenir le gouvernail. Ici, on est bien placé pour savoir que, disons, naviguer suppose de prendre en considération le vent, la vague, la toile. Comment est-ce qu'on amène tout ça dans la direction voulue, en quelque sorte? Mais évidemment, il ne s'agira pas d'exercer une domination ou de supprimer certains éléments. Vous ne pouvez pas espérer naviguer en supprimant la mer ou en supprimant le vent. Et je crois que c'est fondamentalement, il y a une confusion totale entre le gouvernement et la domination. Parce qu'en France, on a eu l'habitude d'appeler État ce qu'on devrait appeler gouvernement, en fait, parce que l'État, c'est un public, des citoyens, des gens, des riverains, des habitants, des territoires, des zones naturelles, des zones construites, plus un gouvernement. En démocratie, l'État n'est pas absorbé dans le souverain, si vous voulez. Donc on a un gouvernement. Et ce gouvernement, on lui donne une ampleur mystique, en fait, qui est absurde par rapport au fait, parce que le gouvernement est tout autant la marionnette des gens que les gens ne sont, je dirais, susceptiblement dominés par un gouvernement. En fait, ça va toujours dans les deux sens. Le gouvernement, c'est une belle notion, en fait, moi, que j'ai beaucoup réhabilité depuis le début, et c'est ça qui traverse tout mon travail. Alors, je peux prendre l'exemple de l'écologie, parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai écrit Écologie et démocratie, pour dire que c'est un peu la même chose, parce que je dirais qu'il y a écologie, en ce qui concerne les êtres humains, en tout cas, dans la mesure où on s'interroge sur comment co-gouverner avec la nature, d'une certaine façon. Disons qu'il y a deux attitudes extrêmes. La première, c'est justement l'extractivisme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'extractivisme ou la domination. On sait qu'il y a des formes, des systèmes d'agriculture intensifs, industriels, extractivistes, qui vont tuer la terre et qui vont tuer les gens. Ça, on le sait très bien. En fait, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le transhumanisme. On va faire sans la nature, mais on va dépasser cette nature. À l'opposé, on a une tendance qui est très fortement représentée aujourd'hui, qui serait de l'ordre de l'unité symbiotique. Trouver sa place sur la Terre, ça serait justement se réconcilier avec les grands rythmes de la nature et les retrouver en soi en même temps. Ça donne lieu à plein d'attitudes assez différentes les unes des autres. La première, qui est la plus connue, notamment en France, c'est une attitude de sanctuarisation, en fait. On va mettre la nature sous cloche, il y aurait une nature vierge, il faudrait la protéger. Il y aurait de toute façon une incompatibilité foncière entre les activités humaines liées au capitalisme, au libéralisme, à la démocratie, etc., et la nature. Donc on va créer des poches de nature sans homme. En complément, vous avez d'autres attitudes qui visent un retour à la nature, par exemple. Donc ça peut être enlacer des arbres pour fusionner avec les forces ou les ondes. Moi, je suis très très dubitative vis-à-vis de toutes ces choses. Je veux dire, quand pour construire, vous enlevez tout l'existant, vous détruisez
Le bâti vous arasez les arbres, puis vous construisez, vous plantez des piquets, vous construisez une forteresse. Puis après, éventuellement, vous végétalisez. Bon, bah, ça, c'est pas du tout de l'autogouvernement, c'est de la domination. La dimension de gouvernement qui se définit à partir donc, de l'existant et dont la finalité, c'est justement de n'être ni la victime de cet environnement, ni ou de l'existant, ni le destructeur, est intrinsèquement importante. Le paysage terrestre est quasiment entièrement façonné par les usages anthropiques, c'est-à-dire humains, du feu, ce qui ont eu des conséquences, hein, bien sûr. En particulier, c'est peut-être sans doute à cause de ces usages du feu depuis des temps antédiluviens, si on peut dire, que la grande faune a disparu. Et puis que des espèces dites pyrophiles se sont développées. Et en fait, c'est la combinaison entre le réchauffement climatique, le dérèglement, etc., et la suppression de ce qu'on appelle en Corse les cultures du feu, qui donne ce phénomène totalement extrême qu'est le méga-feu aujourd'hui. Aussi bien l'extractivisme que la sanctuarisation ou une certaine vision romantique de la nature, finalement collaborent pour créer le méga-feu qui est un phénomène assez monstrueux, ça on peut le dire. Puisque en particulier, c'est quand même un phénomène qui contribue quasiment à égalité avec les activités industrielles à l'émission de gaz à effet de serre. Dans votre livre Zoo City, vous faites la différence entre la cité justement et la ville. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur ce point, sur le fait d'abolir cette dichotomie entre émotion et raison dans le cadre de la cité? Si vous voulez, en fait, la pensée urbanistique est une pensée fonctionnaliste, rationaliste. L'idée, c'est que d'une part, la ville serait le lieu d'épanouissement de la civilisation avec un grand C. Et pour que s'épanouisse cette civilisation avec un grand C, il serait de règle que les humains rompent avec la nature et s'en séparent. Alors c'est pourquoi la ville type, c'est une ville fortifiée, en fait. Oui. J'aime bien vous entendre, mais je trouve ça très, très optimiste. Non, c'est pas mon optimisme, si on peut parler d'optimisme, il n'est pas naïf, il est même vraiment fondé sur la conscience très forte que l'espèce humaine n'a aucune nécessité d'exister dans quelques centaines d'années. Je dis pas demain, on va pas, enfin là on dit 3 ans, faut pas exagérer. Je pense qu'il y a autant de temps devant nous pour retrouver un certain équilibre qu'il y en a eu pour détruire cet équilibre, c'est-à-dire une trentaine d'années. J'ai très envie de le lire, ça me remettra un peu le moral.